Donc Griffin n'est ni le premier ni le dernier personnage invisible dans l'histoire de la fiction, mais un privilège considérable continue de s'accrocher à son nom. Et pourtant, dire Griffin, ce n'est pas dire un seul et même personnage, et je ne parle pas seulement ici de l'évolution attendue d'un personnage qui passe d'un médium à un autre, la littérature au cinéma par exemple. Plus fondamentalement, depuis la publication du roman inaugural d'H.G. Wells en 1897, le nom Griffin a été donné à des personnages assez différents, bien qu'ils conservent évidemment tous un lien avec le thème de l'invisibilité. C'est un peu comme si Griffin était plus qu'un personnage, un signe ou plutôt une figure, et ça je vais revenir là-dessus dans ma conclusion. Je ne veux pas pour autant évacuer l'aspect transmédiatique de Griffin. Bien au contraire, il me semble que la trajectoire d'un personnage invisible soulève plusieurs enjeux singuliers. Certes, les textes littéraires sur le thème de l'invisibilité mettent en œuvre plusieurs dispositifs pour suggérer l'état du protagoniste, mais, et je m'excuse de l'évidence, on ne voit jamais le personnage romanesque, à strictement parler, et le passage à l'image, c'est pour ça que je fais une petite prière pour avoir quelques images tantôt, à l'écran en particulier, exige qu'on figure l'invisible d'une manière encore plus directe. Et j'ai aimé les passages de la conférence de Denis là-dessus, bien que je ne parlerai pas de Hollow Man moi-même. Voilà notamment pourquoi je vais d'abord insister sur la différence qu'il y a entre lire et voir Griffin, du roman de Wells à la première adaptation cinématographique réalisée par James Whale en 1933. Je vais ensuite évoquer deux des films qui ont paru dans la foulée de celui de James Whale et qui mettent en scène des versions alternatives de Griffin. Et pour mon troisième acte, enfin, ça va être transmédiatique, bien comme il faut, je vais revenir à deux bandes dessinées plus récentes qui réimaginent Griffin de deux façons assez contrastées. Il y a The League of Extraordinary Gentlemen d'Alan Moore et Kevin O'Neill et de Nobody de Jeff Lemire. Donc, c'est absolument pas un panorama exhaustif. Il y a d'autres Griffin qui apparaissent. Mais il me semble que c'est des cas assez représentatifs. C'est pour ça que je les ai choisis. Quand on lit Griffin dans le texte de Wells, on est immédiatement introduit aux traits caractéristiques de l'homme invisible, tel qu'il sera représenté dans la culture populaire. Les bandages, le chapeau, les lunettes, la perruque, le nez trop rose pour être vrai, tout y est. De sorte que la première scène de l'adaptation cinématographique de 1933, dont mon gif d'ouverture est tiré, met en scène, en gros, la description fournie par H.G. Wells lui-même dans son livre. En ce qui a trait au nom de Griffin, c'est un peu plus compliqué. Il n'apparaît que tardivement dans le roman, quand l'homme invisible croise un ancien collègue de travail, un scientifique, et espère se faire reconnaître malgré les circonstances. Le film conserve lui aussi des zones d'ombre à propos du nom de Griffin. Dans le générique d'ouverture, on peut lire que l'acteur Claude Rains joue The Invisible One, et plus tard, le personnage va recevoir un prénom, Jack, que Wells ne lui avait pas donné. Si le film est proche du roman en ce qui a trait à l'allure du personnage, et malgré cette petite différence-là, il révise cependant Griffin sur le plan plus large de son identité. Et c'est pour ça que je vais avoir besoin d'images. Produit par les studios Universal, le film de 1933 inaugure une série de longs-métrages sur l'invisibilité qui sont considérés comme des films de monstres, creature features en anglais. En quittant de manière très relative, bien sûr, les savants fous de la littérature, Griffin rejoint un panthéon de monstres cinématographiques dont font aussi partie, entre autres, le monstre de Frankenstein, Dracula, le loup-garou et la momie aussi, que j'ai gardé pour la fin parce qu'on l'associe souvent à des bandages prêts à être retirés pour révéler l'innommable. Et c'est un aspect visible quand même qui rapproche Griffin d'un autre monstre cinématographique important. La monstruosité physique de Griffin est donc assumée dans l'adaptation cinématographique. Elle est présente dans le roman de Wells. Il y a des traits physiques du personnage qui effraient les témoins, dont ses yeux vides. On le décrit aussi comme « so uncanny looking », donc ça sous-entend une espèce d'inquiétante étrangeté. Freud va faire des petites apparitions aujourd'hui. Et quelques témoins font d'atroces cauchemars après l'avoir vu, donc il se conforme quand même assez bien à l'image du monstre. Mais malgré ces fulgurances, la monstruosité de Griffin est surtout morale dans le roman. Son comportement est erratique et irritable, et l'invisibilité est un tremplin vers des actes douteux, pour dire le moins. Mais elle ne fait au fond qu'exacerber une monstruosité latente, parce qu'en lisant le roman, on se rend compte que par le passé,
Comme il manquait d'argent pour compléter ses travaux, Griffin en a volé à son père, qui s'est suicidé peu de temps ensuite. Donc il y a comme déjà une déviance qui est en germe chez lui. Et l'invisibilité est synonyme d'impunité. Dans le roman, il en va de même dans le film, comme on peut le voir ici, mais il aurait pu y avoir d'autres exemples choisis. La folie possible de Griffin fit d'ailleurs l'objet d'un profond désaccord entre Wells et le cinéaste James Whale. Le Griffin cinématographique estimait Wells était fou, allié, alors que sa propre création romanesque restait un brillant scientifique malgré ses torts. C'est un peu comme si Wells cherchait, sans trop convaincre, avouons-le, à retirer de force sa création du panthéon des savants fous, auquel on allait durablement l'associer par la suite. Et là-dessus, je me permets une parenthèse. Dans la traduction française la plus largement diffusée du roman, et comme c'est souvent le cas dans ces romans-là, les nouvelles traductions apparaissent aux 100 ans, ou presque, ça fait très longtemps qu'elle est diffusée, la mort de Griffin, pardonnez le spoiler, est accompagnée de l'éloge suivant, et je cite la traduction, « Griffin est le physicien le plus doué que le monde ait jamais connu, en toutes lettres, mais il n'y a rien, j'ai consulté toutes les versions originales s'il y en a plus qu'une, il n'y a rien de semblable dans l'original, il n'y a même pas d'allusion nominale à Griffin dans ce passage-là, comme si on avait voulu, dans la traduction, honorer la mémoire de Wells en soulignant le génie de sa création envers et contre le texte. Ici, ce qui est un peu étrange. Mais il est vrai que le film, donc on peut être d'accord avec Wells là-dessus, que le film va encore plus loin que le roman parce qu'il trace un lien entre la folie de Griffin et certaines substances utilisées pour le rendre invisible, ce que d'autres films des studios Universal vont faire aussi. Le débat sur la folie pourrait sembler accessoire, mais il ne l'est pas du tout. Il renoue avec une histoire très ancienne sur l'invisibilité que je vais réintroduire ici, pas comme le pur caprice d'un prof de philo, pas complètement en tout cas, mais parce qu'elle aide à penser les fictions subséquentes sur le même thème, et je dois avouer personnellement lire les aventures des Griffin à travers cette histoire-là. Puis si on se fie à son autobiographie, Wells la connaissait très bien. Je ne veux pas dire que son roman provient directement de Platon, mais c'est comme Tolkien aussi, il connaît cette histoire-là. Donc, on la trouve dans la République de Platon, et je vous la résume à toute vitesse. Donc, il y a un paysan qui porte ce nom, Gyes, qui découvre par hasard un cadavre abandonné qui porte un anneau, et en se glissant au doigt, il se rend compte que l'anneau le rend invisible. Il va profiter de ce nouvel état pour commettre des actes absolument terribles, vol, viol, meurtre, tout ce que vous voulez. Donc, dans cette histoire-là, Platon ne s'intéresse pas du tout aux détails de l'invisibilité. Il n'essaie pas de montrer comment cet anneau-là fonctionne, à part juste tourner un petit chaton dessus. C'est pas très compliqué. C'est surtout une histoire morale. Et là, j'espère que mon schéma va tenir, parce que je l'aime bien. Donc, il s'agit de savoir si on agit bien par choix ou par peur de se faire prendre. Et, comme vous le comprenez, l'invisibilité soustrait la surveillance. Donc, c'est un dispositif idéal pour réfléchir à ces questions-là. Et dans l'histoire de Platon, souvent quand des histoires sont racontées chez Platon, il y a comme des interprétations déjà qui sont proposées. Il y a deux réponses opposées qui surgissent. Pour Thrasymach, qui est un des personnages du dialogue, toute personne devenant invisible deviendrait nécessairement injuste et immorale. Donc une bonne personne, ça lui arriverait. Quelqu'un qui est déjà mauvais deviendra encore pire. Pour Socrate, au contraire, c'est le tempérament qui dicte nos actions, de sorte que l'invisibilité ne nous transformerait pas du tout, les bons restant bons, les mauvais le demeurant aussi. Vous allez deviner peut-être que Socrate reste assez seul dans son coin, parce qu'en général, dans les fictions sur l'invisibilité, ça serait pas une source de grands conflits, de grandes tensions, si tout le monde agissait comme il faut. Donc on peut ajouter à ce schéma-là, puis je vais ajouter quelques productions dont je vais parler, donc des fictions qui mettent en vedette Griffin, pour voir un peu comment chacune mesure l'influence de l'invisibilité sur le personnage. Donc, s'il est clair que l'invisibilité modifie le comportement du Griffin romanesque, donc l'influence est là, c'est encore plus clair dans le film, à cause de la mystérieuse substance dont j'ai parlé, et je les place en conséquence dans le schéma. Donc, le film suppose une influence un petit peu plus grande de l'invisibilité. Dans les films des studios Universal qui s'insèrent dans la foulée de celui de Whale, il y a quelques Griffin, bien qu'il ne s'agisse pas toujours du même personnage. The Invisible Man Returns de 1940 annonce ses couleurs, en noir et blanc par contre, dès le générique d'ouverture, affirmant être une suite non pas au film de 1933, mais au roman de 1897. C'est une filiation qui est en partie commerciale, les studios Universal étant liés à H.G. Wells par contrat, et elle concerne surtout le thème de l'invisibilité, parce que pour ce qui est des personnages, c'est des liens qui sont beaucoup plus souples. Le personnage qui va devenir invisible n'est pas un Griffin ici.
Il n'est pas non plus un homme invisible qui reviendrait, comme l'annonce pourtant le titre, mais il y a souvent de fausses représentations dans les titres de ces films-là. C'est plutôt Jeffrey Radcliffe, joué par Vincent Price, qu'on ne voit pas ici, qui est accusé du meurtre de son frère, mais la famille Griffin apparaît néanmoins sous les traits de Frank, qui serait le frère de l'homme invisible original, rebaptisé John pour l'occasion. Donc, il y avait déjà une espèce de fouillis sur le prénom que Wells n'avait pas donné de toute façon, donc on peut pardonner ça. C'est une généalogie qui est inédite, qui est complètement absente du roman. Frank est lui aussi scientifique, et il permet à Radcliffe de s'enfuir de prison en lui injectant une substance qui le rend invisible. Et Radcliffe ayant été accusé à tort, l'invisibilité est employée ici dans un but expressément positif, et c'est pas la personne qui a découvert les formules qui devient invisible. Donc c'est pas le même rapport que dans l'original. Il s'agit ici de sauver un homme qui autrement pourrait mourir à cause d'un geste qu'il n'a pas commis. Mais Radcliffe est un homme invisible typique en ce que son état entraîne un comportement tendu et imprévisible, une soif de liberté combinée à l'impression d'être prisonnier de son corps, d'être vulnérable, et la transformation ici est encore plus grande, à mon sens, que dans le premier film, et ça se répercute dans mon schéma. On a ici quelqu'un qui est essentiellement bon, qui devient un peu mauvais une fois qu'il est transformé, donc c'est un anti-Socrate de ce point de vue-là. La famille Griffin apparaît sous les... Un certain Robert Griffin, apparaît dans The Invisible Man's Revenge en 1944, et il est dès le début considéré comme un fou dangereux. Donc là, on est complètement ailleurs dans l'approche, par un vieux couple d'anciens amis qui l'auraient lésé, et le thème de l'invisibilité apparaît seulement après 20 minutes environ, quand Griffin aboutit chez un savant fou qui a soumis des animaux à des expériences étranges, certains devenant invisibles, et Griffin va profiter de sa propre invisibilité pour prendre sa revanche sur ses anciens amis et, entre autres aventures très palpitantes, pour influencer les résultats d'une partie de dard dans un bar. Ça montre un peu la profondeur du thème de l'approfondissement de l'invisibilité ici. Et par rapport à ce qu'il était auparavant, l'invisibilité a très peu d'incidence sur lui. Donc ici, on a un personnage qui est déjà un peu étrange dès le début, de sorte qu'on peut le rapprocher de la posture de Socrate, non pas du tempérament du Socrate historique, bien sûr, mais à l'effet que l'invisibilité a très peu d'influence. Griffin continue d'être très présent dans la culture populaire, étant en quelque sorte un synonyme d'homme invisible dans le discours. Je vais aborder deux évocations contemporaines de Griffin qui me semblent les parfaits spécimens de deux approches contrastées du personnage, comme je vais le préciser tout à l'heure. Je vais commencer avec The Nobody du Canadien Jeff Lemire, qui est paru en 2009. Lemire revendique à son compte l'imaginaire associé au roman de Wells. Son personnage principal s'appelle d'ailleurs Griffin avec un E, G-R-I-F-F-E-N. On y trouve aussi plusieurs motifs classiques sur le plan physique, en tout cas, dont les bandages, les lunettes et tout le reste. Mais comme il le fait souvent, Lemire ancre son histoire dans un village perdu, et le titre même du livre donne un indice à propos du rôle que va tenir ce nouvel homme invisible. Il sera un nobody, c'est-à-dire un vagabond rejoignant une communauté qui ne sait absolument rien de lui. Et ça, c'est quand même proche de l'entrée en scène de Griffin, à la fois dans le roman de Wells et dans le film de Wells. Il arrive dans un lieu où on ne le connaît pas. Il devient justement d'autant plus mystérieux. Griffin est omniprésent dans The Nobody, mais surtout à travers son impact sur les autres habitants du village, dont une adolescente de 16 ans qu'on voit ici. Il libère chez eux des tensions, voire des pulsions qui avaient été contenues jusque-là. Et on peut y voir deux échos qui nous font sortir un peu des fictions sur l'invisibilité. Et je m'oriente un peu sur ce que j'ai lu d'entrevues de Lemire lui-même. Il y a des œuvres de David Lynch, entre autres, qui ont eu une influence là-dessus, surtout celles qui creusent volontiers sous la surface, sous la façade d'une communauté, surtout Blue Velvet, dont on voit une image célèbre ici, et Twin Peaks. Les deux œuvres que Lemire a souvent dit admirer, puis on sent dans sa façon d'approcher les villages perdus qu'il y a des échos de ce type-là. Mais d'un point de vue plus local, ça, je ne sais pas si Jean-Michel est là, mais c'est lui qui m'avait un peu alerté là-dessus. On peut établir un parallèle avec Le Survenant de Germaine Guévremont. Exemple phare du personnage mystérieux qui est un pur catalyseur de changement. Ah, ça, le timing n'est pas trop pire. Donc, qui est présent de billets, d'une certaine façon, dans une œuvre qui a quand même son nom pour titre, malgré tout. Il est très présent, il est partout, mais il est nulle part en même temps. Ça va bien avec le thème de l'invisibilité. Ce rapport entre l'invisibilité et la pulsion, le désir, est aussi au cœur de l'immense League of Extraordinary Gentlemen de l'auteur Alan Moore et du dessinateur Kevin O'Neill. Dans deux diapos, il y a une image à laquelle je tiens,
probablement que le projecteur sera revenu d'ici là. Sa publication a commencé en 1999 et Moore situe ses intrigues à la fin de la période victorienne. Il va choisir ses personnages parmi les fictions de genre classiques de l'époque, dont le capitaine Nemo, Alan Quatermain, le Dr. Jekyll et Mr. Hyde, Mina Harker, qui était née Murray, qui est un personnage de Dracula, et bien sûr Griffin, qui est ici prénommé Hawley. Le début du premier volume est consacré à la recherche par Mina Murray et ses acolytes des protagonistes qui formeront l'équipe. Bon, malheureusement, l'image devra attendre, mais le traitement que réserve Alan Moore à Griffin est révélateur d'une approche révisionniste très attentive aux non-dits. On retrouve donc Griffin dans une école de jeunes filles entourée d'étranges rumeurs à propos de soi-disant immaculée conception. Et on va comprendre bientôt qu'il n'en est rien et que c'est bien Griffin, invisible, qui est le suprême fécondateur, si je peux m'exprimer comme ça. Donc c'est comme ça qu'on le retrace, parce qu'on a des rumeurs là-dessus. Depuis Wells, et là ça aussi j'ai hâte de vous montrer ça, l'invisibilité est synonyme de nudité. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même présent depuis le début. Tandis que les vêtements, les bandages et les autres déguisements, c'est ce qui rend visible. Et les fictions sur l'invisibilité ont eu tendance à l'oublier et à le négliger, cet aspect-là. Dans le roman de Wells, par exemple, la nudité est simplement suggérée quand Griffin est victime d'un virus. C'est aussi plate que ça, mais il n'y a rien qui est dit du potentiel érotique de l'invisibilité. C'est pas du tout présent dans le roman de Wells. Dans Hollow Man, par contre, ce serait autre chose, mais là, je ne l'aborderai pas aujourd'hui. C'est tout le contraire dans League of Extraordinary Gentlemen. C'est moins par son déguisement que par son désir que Griffin se révèle le plus, permettant ainsi aux autres de le retracer. Et l'invisibilité lui permet de se vouer à ses fantasmes les plus fous. Et en cela, ça c'est l'image où, bon, il y a des conceptions qui se font, on ne voit pas ce qui se passe, et bien sûr, c'est dans un couvent que ça se passe aussi, donc on se demande ce qui arrive, et on va faire le lien avec Griffin éventuellement. Donc la nudité, je voulais quand même l'inclure ici. Donc l'invisibilité lui permet de se voir ses fantasmes les plus fous, et c'est plus proche de l'histoire de Platon, dont le personnage invisible va justement faire des choses absolument atroces, que dans le roman de Wells ou dans le film de Wells, où c'est une vision qui est plus retenue du thème. Le Griffin de Moore et O'Neill rappelle constamment que malgré son état inhabituel, il est encore habité par des désirs humains, et que ces désirs, paradoxalement, sont plus ostentatoires, plus transparents, pour citer ce que Moore écrit, que ceux des êtres humains parfaitement visibles. Et dans ce cas, comme dans d'autres, la nature sexuelle de ces désirs ne fait absolument aucun doute. Et Moore orchestre par là une sorte de retour du refoulé érotique dans l'histoire des fictions sur l'invisibilité. Donc les exemples retenus ici résument assez bien, il me semble, les trois principales manières de se servir de Griffin dans la culture populaire, et il va de soi qu'on pourrait appliquer ça aussi à d'autres figures assez célèbres dans la culture pop. On peut, comme l'ont fait les films produits par les studios Universal, envisager Griffin comme une sorte de marque de commerce, comme si dire Griffin suffisait pour nous plonger dans un vaste univers de référence, comme si c'était un raccourci utile, finalement. On peut aussi, puis là je simplifie en passant, je vais assez vite, on peut, comme Jeff Lemire dans The Nobody, s'approprier Griffin en le greffant à un nouveau contexte, lieu, époque, etc., qui montre une approche qui est peut-être un petit peu plus globale. Parce que là, on n'est pas juste dans le Griffin tel qu'il a été écrit et filmé au début, mais une sorte de figure englobante qui montre bien la permanence de certains questionnements liés au thème de l'invisibilité en général. Mais on peut aussi, comme Alan Moore et Kevin O'Neill le font dans League of Extraordinary Gentlemen, interroger Griffin en sondant ses profondeurs pour mettre au jour des aspects qui sont latents ou négligés par Wells et ses continuateurs. C'est peut-être la notion de figure, et je vais conclure là-dessus, donc théorisée par Bertrand Gervais, reprise par Hélène Després pour étudier les savants fous. Donc il y a quand même une connexion avec ce que je présente ici, qui est peut-être la plus apte à cerner ce que représente Griffin. Parce que la figure peut être un personnage, mais elle signifie davantage. Elle porte une charge de signification qui engage l'imagination des lecteurs et spectateurs, même par la simple mention de son nom. Puis même ici, étant donné que c'est un personnage invisible, on peut juste... Justement, on n'a pas à le voir, encore moins dans ce cas-là. Ça n'empêche pas qu'il y ait tout un ensemble, une nébuleuse de sens qui se forme autour de lui. Et ça, c'est encore plus accentué quand non seulement le personnage est invisible, mais il est énigmatique et enveloppé de secrets, à la fois dans son physique et dans ses motifs aussi. Je n'ai pas creusé ça, mais la nature de ses travaux est assez complexe également.
Donc, c'est une des figures par excellence, non seulement du savant fou, mais de la culture populaire également. Merci beaucoup.